à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais essayer de ne pas faire ma française et de ne pas parler trop vite, mais je sais que je me tiens entre vous et la fin de cette conférence. Donc je vais essayer de présenter ce qu'on fait dans notre standard de manière succincte et après de parler plus d'un point de vue collectif, ce qu'on peut faire également au-delà de la certification. Donc je vais commencer juste par présenter brièvement Rainforest Alliance, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez Rainforest Alliance en tant que standard, avec le sceau, avec la grenouille qui est apposée sur les différents produits qu'on certifie. Mais on est également plus que ça, on est une organisation internationale, on travaille dans plus de 70 pays à travers différentes interventions, dont le standard, mais également d'autres interventions de type approche territoriale, plaidoyer. Donc moi, normalement, je fais du plaidoyer au niveau européen. L'objectif général, c'est de maximiser les effets positifs d'un point de vue environnemental, social et de droits humains dans l'agriculture des pays tropicaux. Donc le standard, c'est une de ces interventions. On certifie notamment le cacao, mais également le café et d'autres produits tropicaux comme les bananes, les fruits, etc. Nous avons lancé un nouveau standard en 2020 qui s'applique aux fermes et aux acteurs des chaînes d'approvisionnement, qui est le résultat en fait d'une fusion entre OOTS et l'ancien programme Rainforest Alliance, qui s'applique aussi de manière uniforme à toutes ces commodités. Donc on n'a pas de programme spécifique par commodité. Donc on a plusieurs exigences strictes en matière non seulement d'environnement, mais aussi en matière sociale et de droits humains. Évidemment, le volet environnemental a inclus une action contre la déforestation. Donc je vais aller un peu à travers ces différents éléments qu'on traite dans notre standard. Donc déjà, je vais commencer par dire que l'approche de notre standard de la déforestation est très alignée avec l'approche du RDUE. Donc le premier point, c'est qu'on interdit la déforestation. Alors non seulement la déforestation, mais également la conversion des écosystèmes naturels après le 1er janvier 2014. On a une exception, dont je reviendrai dessus un petit peu plus en détail après, mais qui sont très limitées et qui sont très encadrées. Mais vraiment, la déforestation, c'est un motif de désertification. Donc c'est vraiment un pass or fail. Les titulaires de certificats, qui dans le cadre du cacao sont les coopératives, sont déjà tenus de collecter les données de géolocalisation. Alors, avec une nuance, c'est qu'on a pris en compte le fait que la collecte des données de géolocalisation, ça requiert de la capacité et des moyens des coopératives. Et donc, c'est une obligation progressive pour les titulaires de certificats. Ils commencent par collecter les points des différentes unités de fermes certifiées. Et ensuite, progressivement, année après année, ils doivent arriver à 100% de polygones pour toutes les unités de produits certifiés. Ensuite, sur la base de ces données de géolocalisation qui sont collectées, on fait une évaluation des risques de déforestation pour les titulaires de certificats. Alors non seulement la déforestation, mais aussi l'expansion dans les aires protégées. Et c'est quelque chose qu'on fait en interne. Donc on a une équipe qui est vraiment dédiée à ça et qui fait ces analyses de risques, qui ensuite renvoie ces analyses de risque aux coopératives pour qu'elles puissent gérer ce risque et vérifier sur le terrain. Et c'est effectivement aussi transmis aux auditeurs qui après ciblent leurs audits sur les fermes qui sont les plus à risque. Ensuite, un point très important, et j'en ai pas beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais le RDUE, il inclut aussi un point très important qui est que les produits doivent être produits en accord avec les lois des pays de production. Et c'est un critère qui va beaucoup plus loin que juste la déforestation et les aires protégées. Ça inclut aussi les droits humains, les droits sociaux, les droits du travail. Donc ça, il faut savoir que pour Rainforest Alliance, la légalité, c'est vraiment la base. Donc c'est intégré pleinement dans notre standard. Les coopératives doivent absolument respecter les lois des pays producteurs et c'est intégré aussi par les auditeurs, puisque les auditeurs, pour avoir l'autorisation de performer des audits pour Rainforest Alliance, ils doivent avoir fait une analyse des lois existantes dans les pays producteurs qui correspondent à chaque exigence de notre standard, donc également sur les droits humains et les droits du travail. Et ils doivent auditer les coopératives sur cette base-là. Ensuite, en ce qui concerne les droits des terres, c'est aussi un point qui a été un peu abordé, mais pas beaucoup en détail. Et pourtant, c'est un point qui est très compliqué à vérifier dans les pays producteurs. Nous, on demande à ce que les producteurs certifiés aient le droit légal ou du moins légitime d'utiliser les terres.
En pratique, dans les pays producteurs, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de titre de propriété. Donc on a aussi un protocole de vérification pour les auditeurs pour qu'ils puissent faire une espèce d'enquête en fait, pour vérifier qu'au moins il n'y ait pas de conflit ou de réclamation sur les terres. Ensuite, le système de traçabilité physique et digitale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a intégré dans nos systèmes. Donc ségrégation physique à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement et digitale par la plateforme de certification. Chaque transaction doit y apparaître. Et un dernier point, en ce qui concerne l'alignement avec le RDE, on a déjà intégré dans la politique de cacao pour les producteurs du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Cameroun, de s'aligner sur les exigences du RDE sur la collecte de géolocalisation, des données de géolocalisation. Donc, ils vont devoir avoir des polygones pour les parcelles de plus de 4 hectares. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une vue générale et je suis désolée de vous balancer autant d'informations, je sais que c'est beaucoup, mais en tout cas, c'est la base de notre standard. Et comme je l'ai déjà précisé, il y a un alignement certain avec l'approche du RDE, mais il y a quand même des différences. C'est des différences mineures, mais c'est quand même des différences sur lesquelles on doit travailler, du coup, pour permettre aux titulaires de certificats de s'aligner avec le RDE. Donc, le premier point, c'est la collecte des données de géolocalisation. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui. C'est de faire en sorte que les titulaires de certificats, au lieu d'attendre du coup plusieurs années qu'ils aient collecté tous leurs polygones, ils devront avoir, à partir du moment où ils sélectionnent ce set qu'on appelle des exigences librement choisies, qui vont s'additionner au standard, ils vont devoir avoir des polygones pour les aires de plus de 4 hectares et également suivre le format qui est requis par l'Union européenne, qui est de 6 chiffres décimaux minimum, sachant que nous, à la base, on demande 4, mais là, ils devront s'aligner. Il n'y aura pas non plus de conversion mineure, donc c'est l'exemption dont je vous avais parlé sur la diapositive précédente. On autorise dans certains cas des conversions vraiment mineures très limitées. Dans le cadre de ces exigences librement choisies par les coopératives, ce sera plus possible après la date de référence du RDE. Et ensuite, le partage des données. Donc jusqu'ici, nous, on ne partageait pas les données des coopératives avec les acteurs des chaînes d'approvisionnement. C'était une demande des producteurs. Ça va devoir changer, puisque, en tout cas pour les coopératives qui veulent continuer à exporter vers l'Union européenne, c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler. S'ils sélectionnent ces exigences, ils vont devoir accepter de partager leurs données de géolocalisation et les évaluations de risque avec les acteurs dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va introduire là début janvier. Normalement, début janvier 2024, ça va être publié. Les titulaires de certificats qui veulent et qui peuvent les choisir vont les sélectionner. Et les données seront accessibles à partir de la mi-2024 pour les acteurs dans les chaînes d'approvisionnement. Il faut savoir aussi qu'elles seront auditées en paquet, ces exigences. Et donc, si jamais il y a une de ces exigences qui n'est pas remplie, les données du titulaire de certificat ne seront pas transmises avec le reste de la chaîne d'approvisionnement. On a décidé de ça comme ça. Et il faut aussi noter que vu que ce sont des ajustements qui sont minimaux par rapport à nos standards de base, on n'attend pas à ce que les coûts des audits augmentent. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les titulaires de certificats. Donc quand même un point sur lequel je voulais revenir, c'est pareil, on en a beaucoup entendu parler aujourd'hui, mais donc j'ai mentionné qu'il n'y aurait pas de coût additionnel pour les audits. Le vrai coût, c'est la traçabilité pour le coup. C'est là que vraiment les entreprises vont devoir investir dans les prochains mois, puisque dans le secteur du cacao, c'est quand même un défi majeur. On est très loin d'assurer vraiment une traçabilité parfaite jusqu'aux titulaires de certificats. Et dans le cadre du système Rainforest Alliance, pour que les entreprises en fin de chaîne d'approvisionnement puissent accéder aux données des titulaires de certificats, il faut sourcer de manière identité préservée, qui est vraiment la chaîne où on peut arriver jusqu'aux titulaires de certificats. On est plutôt sur une base de bilan massique en majorité pour le moment, donc c'est là que vraiment on va devoir investir. Et donc c'est ma diapositive finale, donc juste pour dire que ce soit dans le cadre de la certification ou même en dehors de la certification, parce que la certification c'est un outil qui est partiel. Nous on va pouvoir aider nos titulaires de certificats, mais il y a des millions de producteurs qui ne sont pas certifiés. Donc dans tous les cas, vraiment la priorité dans les prochains mois, c'est les investissements dans la traçabilité et enfin le soutien aux producteurs. La priorité est vraiment faire en sorte que les producteurs aient les données adéquates pour continuer à accéder au marché européen. Dans le cadre de Rainforest Alliance, c'est les coopératives qui prennent en charge ces coûts.
Ça ne veut pas dire que les entreprises qui se fournissent auprès d'elles ne peuvent pas les soutenir, surtout pour accélérer la collecte de ces données. Et le point suivant, il est aussi lié à ça, le prix et les pratiques d'achat des entreprises doivent refléter les exigences nouvelles du RDIE. Si les entreprises ont besoin de données pour leur conformité, les prix doivent refléter aussi les efforts additionnels qui sont fournis par les titulaires de certificats et les pratiques d'achat également. C'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, mais il y a des pratiques d'achat sur le terrain qui sont inacceptables. Par exemple, des fournisseurs qui s'engagent à acheter certains volumes de cacao certifié et finalement qui en achètent moins que ce qui est prévu. Donc les coopératives se retrouvent avec des volumes qui vont coûter plus cher à produire, qui doivent vendre à un prix qui est dérisoire. Donc ça, c'est des pratiques qui doivent évoluer. Et enfin, le dernier point qui va au-delà de la collecte des informations et de l'évaluation des risques, c'est l'atténuation des risques. Parce que dans le cadre du RDIE, les systèmes de certification, ils ont un rôle qui est bien défini. C'est le soutien à la collecte des informations et à l'évaluation des risques. Mais l'atténuation des risques, ça, c'est les entreprises qui doivent le faire. J'ai d'ailleurs mis l'article précis du RDIE. Les entreprises vont devoir investir auprès de leurs fournisseurs et vraiment, on espère aussi prévenir le désengagement, qui est le pire cas de figure. Voilà. Merci. Et je vais poser la même question que j'ai posée à Stijn. Quels sont les impacts positifs observés dans et autour sur les forêts, dans et autour des plantations certifiées Rainforest Alliance ? Alors ça, c'est une question qui est très compliquée à répondre, mais je vais essayer au moins d'apporter des éléments. En fait, le problème qu'on a, c'est que le programme qu'on a lancé, il date de 2020, donc il est quand même assez récent. Et on est toujours dans le processus de collecter les informations justement sur l'impact. Et les données qu'on a sont basées sur les programmes précédents, OOTS et Rainforest Alliance, qui avait déjà des exigences en matière de déforestation, donc ça fournit quand même quelques informations. Et elles ne sont pas spécifiques au cacao non plus. Mais en tout cas, en ce qui concerne vraiment les forêts dans les fermes certifiées, il y a quelques études qui sont revues par les pairs qui indiquent que, notamment il y a une étude au Ghana, qui indique qu'il y a sur ces fermes certifiées Rainforest Alliance, comparé aux fermes non certifiées, plus d'arbres par hectare, un meilleur couvert forestier et un meilleur état général des forêts. Et nous, en interne, il y a quelques années, on a aussi mené une étude sur à peu près 40 fermes certifiées, alors pas que cacao, aussi bananes, etc., qui indiquait que sur les fermes certifiées Rainforest Alliance, les écosystèmes étaient étrangement anciens, donc matures et avaient une grande valeur d'un point de vue biodiversité. On ne s'attendait pas à ça, on pensait plutôt que les forêts seraient des jeunes forêts ou des écosystèmes un peu plus dégradés. Et donc ça indique qu'il y a quand même, sur la base des entretiens qu'on a menés dans le cadre de cette étude, qu'il y a une meilleure gestion des écosystèmes. Donc par exemple, les producteurs certifiés peuvent prévenir le braconnage, certaines pratiques sur ces écosystèmes. Et donc si ça ne permet pas forcément la certification en soi, il n'y a pas de données comme quoi ça peut permettre d'étendre les écosystèmes naturels, au moins ça permet de conserver les écosystèmes qui sont déjà sur ces fermes. Et après, en ce qui concerne autour des fermes, là, il y a quelques études revues par les pairs, mais surtout dans le secteur du café, en Colombie et en Éthiopie, qui indiquent que les forêts sont moins dégradées dans un rayon de 100 km autour. Mais après, c'est toujours très compliqué. Donc déjà, c'est des études parcellaires, anciennes, et quel est le rôle exact, le lien de cause à effet de la certification avec ça, c'est pas plus tout compliqué. D'accord. Merci beaucoup.